Bonjour à tous, je suis Julien Gallon et je suis accompagné une fois de plus par François Marcet pour cette présentation sur les fonctionnalités de Panorama. Le sujet du jour, c'est les premiers pas avec Panorama E2 et plus particulièrement les spécificités du développement objet, principal avantage de Panorama. Donc majoritairement, vous êtes de nouveaux contacts, qui je l'espère sera confirmé avec les sondages à la fin de la session. Et logiquement, on va commencer par une petite présentation de Codera de nos clients, avec le périmètre de Panorama E2, avec une mise en œuvre extrêmement simple. On ne fera que survoler les quelques fonctionnalités de Panorama. Ensuite viendra le temps de la conclusion et surtout le temps de vos questions et de nos réponses. Les objectifs sont donc très simples, c'est présenter rapidement Codera, la supervision et un peu plus en détail Panorama. Donc avant tout, Codera en quelques chiffres. Donc 27 années d'expérience, une forte solidité financière, un parc installé de 22 000 licences. L'ensemble de nos logiciels est développé en France. Nous avons plus de 150 partenaires intégrateurs. Aujourd'hui, nous avons 5 agences, donc le siège dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'agence commerciale de Valence de Toulouse, une agence technique à Bordeaux, nos bureaux près de Londres et une 6e agence en cours d'installation près de Liverpool. Comme la plupart des éditeurs de logiciels, notre principal poste d'investissement, c'est la recherche et le développement avec les services associés pour l'amélioration de notre logiciel. Un petit rappel sur une supervision industrielle. La supervision est industrielle en France, mais le terme anglo-saxon est SCADA. C'est la Supervisory Control and Data Acquisition. C'est avant tout donc de veiller au bon fonctionnement d'une installation et recueillir des informations, mesures, alarmes, synthèse, archivage et bien plus encore. Ce qui se concrétise principalement par remontée d'informations et envoyer des commandes. Donc c'est présenter des informations synthétiques et pertinentes aux opérateurs pour en faciliter la réactivité et la bonne prise de décision. C'est aussi donc de permettre des commandes et des comportements simples, complexes, voire hétérogènes, comme envoyer une consigne, mettre en sécurité une installation, ouvrir, fermer un élément, le mettre en marche, en arrêt, le verrouiller, l'autoriser, au travers de commandes informatiques simples, des clics et des glissés déposés. Depuis quelques années, on voit que la supervision sert aussi d'un lien horizontal entre les différents métiers, les différents équipements et les différents protocoles. Par exemple, fédérer plusieurs métiers dans la gestion technique de bâtiments qui permettrait d'améliorer les consommations de fluides, fédérer le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, le chauffage, ventilation, clim, la gestion d'éclairage, etc. C'est devenu aussi depuis quelques années un lien vertical entre l'automatisme et l'informatique de gestion, voire même le système d'information. C'est-à-dire de gérer de manière plus complète l'installation et l'entreprise. C'est le fil d'Ariane entre les commandes, le cours des matières premières, le stock, l'ordonnancement, la fabrication et pourquoi pas même l'expédition, voire la facturation. On se penche un petit peu plus sur les éléments différenciants de Panorama E2. Donc aujourd'hui, le thème principal, c'est la programmation objet. Donc si vous avez des besoins relativement simples, vous aurez une solution qui est simple, c'est ce qui va être élaboré aujourd'hui dans cet exemple. À la fin de la présentation, vous pourrez extrapoler facilement que ces solutions, pour des besoins plus élaborés, sont toutes aussi simples à mettre en œuvre. Pour des besoins réellement complexes, la solution bien sûr monte légèrement en complexité, mais reste très simple et très claire à utiliser. Je vous renvoie à d'autres webinaires que nous avons sur notre site internet et sur YouTube pour en faire la preuve. D'un point de vue utilisation, eh bien, comme vous l'avez vu lors du PowerPoint d'attente, nous avons énormément de métiers à notre panel. Vous adaptez en fait l'outil de développement aux spécificités et aux usages d'un ou de plusieurs métiers qui sont les vôtres. D'un point de vue taille de l'application, la robustesse de l'outil, bien sûr, permet de gérer quelques points d'entrée-sortie à plusieurs centaines de milliers de points, mais surtout de le faire simplement, car l'outil permet de paramétrer simplement et en masse de nombreux points de mesure. Pour répondre aux besoins et aux utilisations, les techniques et les concepts de Panorama sont simples. Il suffit d'utiliser des objets et des composants, les interconnecter entre eux pour obtenir un comportement souhaité dans un modèle simple et autonome. On peut ensuite, bien sûr, imbriquer et construire des modèles pour faire des choses plus élaborées. On va y revenir dans un instant. Vous avez donc vu quelques références lors du diaporama d'attente. Ici, nous avons les principaux métiers sur lesquels nous sommes, entre guillemets, référencés. Et bien sûr, les tailles d'application. Donc, les plus petites applications tournent autour de 25 variables et la plus grosse connue à ce jour fait plus d'1 600 000 entrées-sorties. Généralement, un ingénieur d'application utilise des fonctionnalités de base à travers des objets, comme par exemple un objet d'acquisition qui permet d'aller lire une variable automate sur un équipement, et par exemple un objet d'alarme.
Son travail consiste principalement à paramétrer par exemple l'objet d'acquisition pour obtenir un item particulier et récupérer la valeur de la donnée acquise. Il suffit aussi de paramétrer par exemple un objet d'alarme pour obtenir une comparaison supérieure à 3 qui permet de déterminer que l'alarme est présente. On va voir ça un petit peu plus en détail lors de la démonstration de François. Généralement, lors de la construction d'une application, on ne se soucie pas de tout ce qui va être réseau ou système, tout ce qui est redondance, distribution de l'application sur les différents postes, car Panorama intègre un bus logiciel, donc c'est un moyen de communication entre les ordinateurs, qui permet de transférer les informations entre les différents objets à ceux qui en ont besoin de manière notifiée, c'est-à-dire uniquement lorsque les valeurs changent, avec un système de surveillance pour vérifier que les équipements, bien sûr, sont toujours disponibles sur le réseau. Donc nous avons différents objets qui sont interconnectés entre eux et les informations en temps et en heure sont propagées au bon endroit au bon moment. Je vais passer la main donc à François pour cette démonstration. Nous allons simuler l'acquisition d'une variable automate, l'animer sur un synoptique, regrouper ces différents éléments dans un modèle, donc ce qu'on appelle un composant dans Panorama. Certains métiers, on l'appelle aussi un typique. Nous allons utiliser les exemplaires de ce modèle et nous allons voir ce qui se passe une fois que nous allons améliorer ce modèle. Voilà, je passe la main à François. Bonjour, donc je vais partager l'écran de mon ordinateur pour utiliser le produit dans la démonstration qu'on va vous présenter. Donc l'atelier de développement de Panorama s'appelle Panorama Studio. Pour faire notre présentation ce matin, on va créer un nouveau projet. Donc je vais par exemple me placer sur le disque C de mon ordinateur et créer une nouvelle application. Dans cette nouvelle application, l'atelier de développement me propose de créer une unité fonctionnelle. Donc je vais accepter cette création. On verra tout à l'heure à quoi sert l'unité fonctionnelle. Voilà. On voit le nouveau projet créé. Il y a un certain nombre de dossiers. On va revenir tout à l'heure sur le rôle de ces dossiers. Là, on va rentrer dans le concret directement. On a notre unité fonctionnelle qui a été créée, qui apparaît à cet endroit-là. Et je vais tout de suite commencer le travail de développement de mon projet. Donc, comme l'a dit Julien, on va commencer par l'acquisition d'une donnée dans un automate qui correspondrait à l'état d'une vanne. Donc, on va faire une acquisition d'une variable booléenne qui sera l'état de ma vanne. Donc, c'est par exemple le fin de course qui va m'indiquer que ma vanne est ouverte. Voilà, donc l'objet que je viens de créer apparaît dans mon unité fonctionnelle, et quand je sélectionne cet objet, apparaît dans la fenêtre ici à droite, toutes les propriétés de mon objet variable. Donc j'ai des propriétés de configuration, et j'ai des propriétés résultats, des propriétés de sortie de mon objet qui apparaissent ici en rouge. J'ai une deuxième famille de propriétés dans l'onglet avancé qui sont les compléments, qu'on utilise un petit peu moins souvent, mais pour des fonctions plus avancées, on peut en avoir besoin. Et donc on voit que une simple variable booléenne a de nombreuses propriétés. Donc on a de nombreuses fonctions regroupées au sein de ce simple objet. Donc une des fonctions de Panorama, c'est la simulation. Ça va nous permettre de tester l'application qu'on va développer ensemble sans avoir à configurer jusqu'au bout l'acquisition de la donnée. Donc je me contente de créer ma variable et je la simulerai tout à l'heure pour faire fonctionner l'application. Donc ma deuxième étape, c'est directement de passer à la conception du synoptique qui va représenter la vanne. Donc je crée une vue qui apparaît aussi dans l'unité fonctionnelle et quand je clique dessus, ça va charger l'éditeur graphique de mon synoptique et je vais pouvoir créer la représentation graphique de ma vanne. Donc, on va faire du traditionnel. On va faire le traditionnel papillon qui représente une vanne. Donc, on commence comme ça. J'essaye de m'aligner sur les points de grille. Et je mets le quatrième point pour faire mon papillon. Voilà. On va compléter ce dessin avec j'ai déjà, oui, refaire le remplissage. Je vais le mettre en dégradé pour faire un petit peu plus joli. Donc, un dégradé symétrique que je vais pivoter à 90 degrés pour qu'il soit dans le sens de la vanne. Voilà, puis on va changer par exemple cette couleur ici. Voilà. Je vais compléter le dessin de ce papillon avec un premier rectangle qui va par exemple représenter l'axe de ma vanne.
que je vais placer en arrière-plan. Voilà. Là aussi, on va mettre un petit dégradé pour que ce soit plus sympathique. Voilà. Et puis, dernier élément de ma vanne, c'est le chapeau, en quelque sorte, qu'on place dessus. Donc là encore, un petit dégradé pour donner une impression de cylindre. Et voilà. Donc là, j'ai dessiné les 3 éléments que je veux utiliser pour représenter ma vanne. Donc je les sélectionne, je les assemble pour en faire un seul et même objet, que je peux donc plus facilement déplacer. Et j'ai terminé mon dessin. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de animer ce dessin pour représenter l'état ouvert-fermé fourni par mon objet variable. Donc je passe dans l'onglet Animation, je sélectionne ma vanne, et ici, je vais choisir la grandeur que je veux animer sur ce dessin. Donc ça va être de la couleur de remplissage que l'on va changer. Donc j'ai un état ouvert-fermé, donc je prends couleur sur un tore. L'entrée tore tout ou rien qui va déclencher le changement de couleur, je vais le sélectionner avec cette commande nouvelle connexion avec lien. Le lien, ça va permettre de créer la liaison entre une donnée qui vient de ma variable ouverte et mon dessin. Donc la donnée, je vais la choisir parmi les propriétés de l'objet. Et là, bien entendu, il s'agit de la valeur acquise dans notre équipement. Voilà, donc on voit que la couleur est pilotée par ouverte.value. Je choisis maintenant les 2 couleurs qui vont représenter l'état ouvert-fermé. Donc ma valeur vaut vrai, c'est-à-dire 1, quand la vanne est ouverte. Donc je vais par exemple mettre un vert un petit peu moins soutenu, voilà, lime green, et je vais laisser la vanne en gris par exemple lorsqu'elle est fermée. Donc par exemple je mets ce gris là. Pour m'assurer que ma vanne fonctionne, mon animation fonctionne, je peux dans l'éditeur graphique passer en mode test. Voilà, il m'affiche à ce moment-là la seule donnée qui est actuellement utilisée dans ma vue. Et si je mets une valeur 1, je vois mon animation qui se produit. Donc j'ai bien travaillé, je peux continuer. Alors dans notre petite application, on n'a pas réellement d'équipement, hein, j'ai dit qu'on allait simuler. Donc on va un tout petit peu tricher. Pour pouvoir agir sur la vanne, on va créer une commande qui en fait va modifier directement la variable ouverte quand on fait un clic souris sur la vanne. Donc je change d'onglet. Après avoir fait l'animation, je m'occupe de la commande. Dans cet onglet, j'ai la liste de toutes les commandes que l'opérateur peut passer. Donc bien entendu, c'est avec ses moyens d'interaction avec la supervision. Donc c'est avec la souris, ça peut être avec du glisser-déposer, ça peut être avec des raccourcis clavier. Là, on va choisir tout simplement l'enfoncement du bouton gauche de la souris, hein, donc le clic habituel. Et on va choisir dans cette liste, qu'est-ce qui se passe quand l'opérateur clique son bouton gauche? Eh bien, on va tout simplement demander une inversion d'un tout ou rien. Donc la sortie que l'on veut inverser, on la choisit dans la liste. Soit ce serait une nouvelle donnée, si on avait une vraie variable de commande envoyée à l'automate, on choisirait une nouvelle connexion et on câblerait sur la commande. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, on triche un peu et on pilote directement l'état de notre vanne. Donc je rechoisis ma connexion de tout à l'heure. Et voilà. Donc on peut à nouveau tester ici et on voit maintenant que j'ai une action sur la vanne et quand je clique, j'ai bien une inversion de la ouverte.value comme je l'ai demandé. Voilà, donc là j'ai fait mon petit test en local dans l'éditeur. Maintenant, on va faire un test en vraie grandeur. Je vais tout simplement lancer l'application et on va pouvoir constater si oui ou non on a bien travaillé. Donc, on va bien lancer application. Le mode centralisé indique qu'on ne s'occupe pas d'un éventuel adresse de serveur, adresse de poste client. On est sur notre poste de développement et on simule bien nos acquisitions. Donc, on a notre synoptique qui va s'afficher dans la fenêtre de supervision. Donc, je vais choisir la vue que je veux afficher. Voilà ma vanne. Donc, je vais un petit peu réduire ma fenêtre. Voilà. Et si je clique sur ma vanne, effectivement, elle est bien manœuvrée. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est en train de simuler. Alors, on peut voir les données simulées. On a ici une IHM qui nous permet de visualiser les données en cours de simulation.
Voilà, donc je vais directement à cette liste. Hein, je ne rentre pas dans les détails de la boîte de dialogue qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, je retrouve bien que dans mon unité fonctionnelle unit 1, j'ai une variable qui s'appelle ouverte, qui est actuellement simulée, qui a à la valeur faux. Quand je clique, je vois qu'elle passe à la valeur vraie. Je peux inversement la simuler à faux, et on voit bien que ma vanne se remet en gris. Notre simulateur permet aussi de simuler une perte de communication. Par exemple, si j'ai une erreur de communication qui est détectée par l'acquisition dans mon équipement, le comportement standard de Panorama dans ce cas-là, c'est bien un passage en magenta pour indiquer la perte de com. Voilà, donc on va continuer notre développement, on va revenir dans Panneau Studio. Donc ici, on retrouve notre vanne. Alors, je n'ai pas commencé tout à l'heure par faire un modèle ou un composant, comme a expliqué Julien, mais c'est bien la méthode de travail qu'il aurait fallu suivre si on avait voulu faire un développement pour superviser des dizaines de vannes. Donc là, je vais maintenant transformer ce petit développement avec une variable et une vue en composant. Donc on va créer un module de composant qui s'appellerait par exemple process, qui serait un espèce de dossier dans lequel les différents objets, vannes, pompes qu'on va vouloir créer seront rangés. Dans ce dossier, je vais créer mon modèle vanne. Voilà, donc il apparaît en dessous. Et tout simplement, je vais glisser mes deux objets ouverts et vus dans mon dossier vanne pour constituer ce qu'on appelle l'implémentation, à savoir les traitements, les fonctions de mon objet vanne. Alors, la seule chose que j'ai à faire pour adapter mon objet vanne, c'est à redimensionner la vue, parce que maintenant, le synoptique qui est là ne représente plus une vue plein écran, mais uniquement mon symbole vanne. Donc, je rappelle l'éditeur graphique et j'appuie sur le petit bouton qui est ici, qui va me permettre de mettre la vue à la taille de ce qu'elle contient. Voilà, donc en cliquant simplement, ma vue est retaillée exactement à la taille de mon symbole graphique. Voilà, donc le fait d'avoir créé ce dossier process et ce composant van fait que maintenant dans mon unité fonctionnelle, quand j'appelle mon menu nouveau, j'ai un nouveau groupe qui s'appelle process et j'ai un objet que je peux créer directement qui s'appelle van. Donc, je vais créer une vanne numéro 1 et bien entendu, on va retrouver à l'intérieur notre variable et notre symbole de vanne. Donc, par copier-coller, je vais en créer 3. Voilà. Et on retrouve à chaque fois le contenu de la vanne qui a été instancié, qui a été dupliqué en quelque sorte par Panorama. Je vais me recréer une vue principale pour mon projet. Et ensuite, dans ma vue principale, je vais je vais vouloir voir mes 3 vannes. Donc il suffit tout simplement de glisser la représentation des vannes dans ma vue. 1, 2 et 3. Voilà. Donc, si je sauvegarde ce projet et que je l'exécute, on va retrouver, comme tout à l'heure, notre vue principale. Avec les 3 vannes. Et si j'appelle le simulateur, cette fois-ci, on va voir nos 3 variables simulées. Hein, donc on a bien unit 1, vanne 1 ouverte, vanne 2 ouverte, vanne 3 ouverte, et j'ai bien 3 vannes indépendantes. Voilà, donc comme ça on voit que quand on a fait le travail pour développer la supervision d'une vanne, en fait on a fait le travail pour développer la supervision de n vannes. Là on en a mis 3, on pourrait en mettre un nombre quelconque. Alors on va améliorer un tout petit peu l'aspect de notre projet parce que là on a un symbole, un objet vanne comme ça qui est un petit peu anonyme, il faut lire vanne pour savoir que c'est une vanne. On peut faire un petit peu de cosmétique, comme on dit, on va associer un petit dessin à notre composant. Donc on a toute une librairie de petits dessins tout près. Donc il suffit de prendre un bitmap de 16 par 16. Hein, et du coup, notre petit objet, il prend une allure de vanne. Donc c'est un tout petit peu plus joli quand on regarde. On voit tout de suite qu'on a supervisé 3 vannes. C'est plus agréable pour la partie maintenance et mise au point.
Voilà. Donc on va continuer un petit peu à travailler sur ce composant. On va voir maintenant comment on fait pour faire évoluer le composant. Là, j'ai une variable fin de course. Mettons que sur une nouvelle vanne, il se trouve qu'on m'a indiqué que j'avais un nouveau modèle qui avait deux fins de course. Donc je vais faire un objet van underscore deux fins de course. Voilà. Donc cet objet-là, il faudrait qu'il ait une deuxième variable qui s'appelle fermé. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller modifier notre composant ici, et on va créer une deuxième variable booléenne qui s'appelle fermé. Voilà. Ensuite, on va modifier, par exemple, on va utiliser cette variable-là. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que si j'ai les deux variables ouvertes et fermées qui sont égales, c'est qu'il y a un problème. Donc on va créer une alarme qui s'appellera, par exemple, discordance, qui indiquera que j'ai un défaut parce que mes deux fins de course ne sont pas d'accord entre eux. Donc je vais configurer mon alarme en lui disant, par exemple, la condition de déclenchement, c'est que l'alarme est présente quand la propriété trigger de mon alarme, qui sera câblée à fermé.value, est égale à la propriété threshold, puisque l'alarme fait une comparaison en fait entre ces deux propriétés en utilisant le test que j'ai choisi là. Donc je vais câbler threshold pour aller prendre ouverte.value. Voilà. Donc mon alarme sera présente à chaque fois que ouvert et fermé auront la même valeur. Soit que les deux disent je suis à la fois ouvert et fermé, soit que les deux disent je ne suis ni ouvert ni fermé. Alors on va donner un petit complément de paramétrage, ça va permettre de faire un petit aperçu sur la fonction alarme qui est quand même assez riche dans Panorama. On va mettre un délai d'apparition. On va dire qu'il faut au moins 5 secondes avant que l'alarme apparaisse réellement, ce qui laisserait par exemple le temps à une vanne de manœuvrer sans provoquer des défauts fugitifs. Voilà, donc là on a complètement configuré cette condition de déclenchement. On va ajouter un libellé pour identifier bien notre défaut, on va dire discordance, pour que l'opérateur dans sa fenêtre d'alarme il voit bien discordance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder maintenant dans nos composants, et on va s'apercevoir que notre vanne de fin de course, elle a bien récupéré son alarme et sa variable fermée, mais malheureusement, toutes les vannes ont récupéré ça. Alors, mes trois premières vannes, vanne 1, vanne 2 et vanne 3, n'avaient pas besoin de ces éléments-là. Donc dans Panorama, ce qu'on a prévu, c'est de pouvoir décider que certains objets ne sont pas présents par défaut dans les instances. Donc, si je fais rafraîchir, je vais voir que cette fois-ci, je n'ai plus dans mes instances la présence de ces nouveaux objets. Donc maintenant, je peux venir sur ma vanne de fin de course et dire que là, contrairement à ce que j'ai dit dans mon modèle, dans cette instance précise, dans ma vanne à deux fins de course, je veux mes objets. Voilà. Donc, on voit qu'avec un même modèle, je peux satisfaire plusieurs situations. La vanne à une fin de course ou la vanne à deux fins de course. Alors on va aller un petit peu plus loin encore, on va voir que notre alarme discordance, ici elle dit discordance, mais elle ne me dit pas discordance de quoi. Si j'avais deux vannes à deux fins de course, j'aurais le même libellé. Donc, dans Panorama, on a prévu une petite fonction. Donc là, par confort, je vais juste rendre présente mon alarme, parce que sinon toutes les propriétés sont barrées, c'est pas très joli. On a prévu une fonction pour pouvoir fabriquer automatiquement des valeurs de propriété dans les instances de vannes, donc dans les instances de composants. Donc ici, ce que je voudrais, c'est faire apparaître le nom de mon objet van. Pour que ici, on me dise, j'ai une discordance de l'objet van2fdc. Si j'avais cette alarme-là ici, je voudrais discordance van2 ou discordance van1. Donc en fait, on va utiliser une syntaxe pour dire à Panorama qu'on fait référence à une propriété de l'objet. Donc la syntaxe, elle commence par mettre 2 caractères %, ça indique à Panorama tout ce qui va être dans ce caractère %, il faut l'interpréter. Et je vais tout simplement indiquer que là, dans ces pourcents-là, je veux que Panorama me place le nom de mon objet. Donc là, ce serait van, ici van 1, ici van 2. Donc pour ça, c'est le nom de l'objet qui est situé dans lequel je me trouve. Donc je le saisis, puis je vous décris ça, parent.name, voilà. On voit que mon alarme, elle est à ce niveau-là. En fait, je veux la propriété name de l'objet qui est juste au-dessus. C'est pour ça que le mot-clé, c'est parent. Et name, c'est la propriété par défaut qui existe dans tous les objets qui représentent le nom.
Alors là, je vous l'ai saisi à la main. Il est bien entendu que quand on développe, on a aussi une petite fonction insérer référence qui permet d'utiliser une boîte de dialogue et pas la saisie manuelle. Donc, maintenant, on va aller regarder le résultat de cette saisie. On voit ici que mon libellé, discordance, Panorama a bien évalué la propriété .name de mon objet. Il a bien été cherché 22FC. Si je venais ici, je verrais qu'il a bien évalué ici 22. Voilà. Donc, je remets absent mon alarme, et puis on va finir notre petit développement, c'est-à-dire qu'il faut quand même les voir, nos fameuses... faut qu'on voit déjà notre nouvelle vanne, voilà, donc on va la rajouter en bas ici pour bien la distinguer des autres. Et puis on va aussi créer une fenêtre d'alarme pour afficher notre nouvelle alarme discordance ici. Donc je crée un nouvel objet, cette fois-ci c'est un objet qui est destiné à être mis dans mon synoptique, donc c'est un objet que je crée directement dans la vue, une fenêtre d'alarme. Voilà, et vous allez voir qu'en fait on n'a pas besoin de configurer l'objet, par défaut il affiche les alarmes qui correspondent à l'emplacement de l'application où on l'a créé. Voilà, donc je vais juste utiliser le zoom de l'éditeur graphique pour voir toute ma vue. Voilà. Et donc, on va lancer cette application-là. Je vais rafficher ma vue principale. Et on voit ici qu'on a nos vannes de tout à l'heure. Hein. Comme je n'ai pas arrêté ma simulation, elles sont toujours en cours de simulation. J'ai ma nouvelle vanne de fin de course qui est apparue dans la liste des données simulées, et elle a deux variables. Et comme les deux variables sont actuellement toutes les deux à faux, l'alarme s'est déclenchée, forcément. Hein. Si je disais maintenant j'ouvre ma vanne, voilà, en fait je vois que mon alarme disparaît, je peux la quitter, et donc on a bien le comportement qu'on souhaitait. Voilà. Donc là on voit qu'on simule la deuxième variable uniquement pour 22. On va regarder un outil Panorama qui permet aux développeurs d'applications de bien surveiller ce qu'il est en train de faire dans son projet. C'est un outil qui permet de se connecter au serveur Panorama et d'aller voir les objets qui sont en cours d'exécution dans le serveur. Donc là, on va pouvoir voir que nos vannes 1, 2 et 3, elles n'ont qu'une variable, et ma vanne de fin de course, elle a bien tous mes objets qui sont en train de s'exécuter. Hein, je peux aller voir que ma variable fermée, je vois toutes ses propriétés en temps réel. J'ai bien la valeur qui est à false. Le ouvert, lui, il a bien une valeur qui est à true. Du coup, mon objet alarme discordance, je peux aller voir qu'il a bien reçu sur son trigger l'état false, sur le threshold l'état true, et donc, comme les deux ne sont pas égales, il est d'accord, l'alarme est absente. Voilà, donc ça me permet vraiment, cet outil-là, de voir le développement que je fais, de le mettre au point, de le tester de manière très efficace. Voilà, donc ce qu'on peut voir comme ça, comme méthode de développement dans Panorama, hein, je le rappelle, on crée un composant, on implémente les traitements qui correspondent à cet élément que l'on veut superviser, et ensuite on l'utilise. Donc cette étape de travail, ça fait quoi? Ça fait que quand on crée un composant vanne, en fait on apprend à Panorama à superviser des vannes. Donc on transforme l'outil de supervision en outil spécialisé en vanne. Donc chaque intégrateur dans son domaine, en créant ses composants, il va transformer Panorama en outil spécialisé dans son métier. Et avec ses composants, les traitements qu'il a voulu, tels ceux qu'il veut utiliser, avec ses méthodes de travail. Voilà, donc là le temps est pas mal passé. Je vais juste rajouter quelque chose. Je ne vais peut-être pas forcément l'implémenter, mais j'ai fait aujourd'hui un composant vanne. Je peux très facilement faire un composant cuve. On ne va pas forcément aller tout à fait au bout, sinon ça va nous prendre trop de temps. Mais dans mon composant cuve, je pourrais utiliser des composants vannes. Si j'ai une vanne d'alimentation et une vanne de sortie de cuve, voilà, j'ai mes deux vannes, je peux créer ma représentation dans mon composant cuve. Je vais pouvoir créer un élément graphique qui représente une cuve, par exemple un rectangle auquel on met des angles arrondis. Par exemple, je mets un angle à 20.
un petit bout de dégradé juste pour donner l'impression qu'il s'agit bien d'une cuve. Voilà. Et ensuite, tout simplement, pour montrer la vanne de sortie, je vais venir la mettre ici. La vanne d'entrée, je vais venir la mettre ici. Voilà. Et on va pouvoir, comme ça, créer des composants plus complexes qui se basent sur des composants de niveau plus bas. Donc là, j'ai un composant cuve qui est un assemblage de 2 vannes. Et puis, je pourrais ensuite avoir un capteur de niveau, etc. Donc un traitement propre à la cuve. Et on va comme ça construire plusieurs niveaux de composants pour avoir une application qui petit à petit se constitue. Donc je mets juste une petite icône à mon composant cuve pour voir l'intérêt de cette modélisation en composants. Quand on crée son application, après, au niveau de la maintenance, on a une vision très claire de ce qu'on est en train de faire. Hein, donc là, je vais instancier une cuve numéro 1 et on voit copier, coller, voilà. Je peux, dans mon synoptique, récupérer la vision, par exemple, de ma cuve 1. Voilà, on voit tout de suite dans son projet qui est une cuve, qui est une vanne. Dans ma cuve, j'ai des vannes, etc., etc. Donc, on a une vision très très claire de ce qu'on est en train de construire et c'est beaucoup plus facile pour la maintenance, même si ce n'est pas le développeur qui vient modifier le projet. La vie du projet dans le temps est très facile à assurer. Voilà, je crois qu'on va arrêter là parce que sinon on ne va pas avoir de temps pour les questions-réponses. Donc on va repasser la main à Julien pour faire une petite conclusion. Et puis ensuite on passera aux questions-réponses. Alors très rapidement, la petite conclusion pour terminer cette présentation. Donc on a parcouru rapidement les outils Panorama, surtout le principe objet, avec un exemple très simple. On a vraiment que effleuré les possibilités du produit Panorama E2. On n'a pas tout parcouru, mais je dirais que rapidement que tout se fait dans un seul outil de développement. Par exemple les modèles, les instances, les vues, tout ce qui est mécanisme ou comportement de l'application. Le paramétrage système, on n'a pas vu, le paramétrage réseau, la gestion des utilisateurs et l'ajout de fonctionnalités qui était abordé d'ailleurs dans un précédent webinaire. Les outils connexes, on en a vu un, hein, on a vu le simulateur, on en a vu deux, pardon, et l'explorateur d'application. Il y en a beaucoup d'autres. La plupart des fonctionnalités EHM ont été vues, mais pas plus abordées que cela. Et l'ouverture du produit est aussi abordée dans un autre webinaire. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Je vous invite à poser vos questions et à commencer à répondre au sondage, hein, car c'est juste avant de passer à vos questions-réponses, je voulais juste vous présenter quelques synoptiques d'applications réelles qui ont été faites par nos intégrateurs. Voilà, donc on a vu une intégration en GDB GTC avec un système de CTA, donc c'est un central de traitement un caisson de traitement d'air, particulièrement utilisé dans les métiers du chauffage, ventilation, clim. Ici, nous avons l'application de la Société des eaux de Marseille, qui est une des plus grosses télégestions d'Europe pour le traitement d'eau. Nous avons ici un exemple de performance énergétique au Technicentre SNCF, qui est d'ailleurs normalement passé en projet national. Le Grand Stade de Lille, qui a la particularité d'avoir un toit ouvrant, comme dans une voiture, et une pelouse escamotable. Voilà. Juste un dernier petit rappel avant de repasser la main à Christophe. Le prochain web séminaire qui est à un niveau un petit peu plus élevé, je dirais, c'est la création de vos propres outils avec l'API Persist, qui vous permet d'élaborer des générateurs d'applications Panorama. Alors, Julien, François, on va commencer par des questions. Alors, on a beaucoup de questions qui concernent les bibliothèques. Notamment, est-ce qu'il y a une bibliothèque fournie et justement, est-ce qu'on peut créer sa propre bibliothèque? Alors, tout à fait. On a une bibliothèque de base qui est fournie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le partage du bureau. Je vais te redonner la balle, hein, François. Oui, merci. Voilà, je vais repartager mon écran. Voilà. Donc, on a une bibliothèque de base qui est fournie. Hein. Quand on clique sur ce petit bouton, ici, on a ici voilà, Ref Librairie. Donc, je ne vais pas ouvrir cette bibliothèque, mais il y a effectivement quelques composants qui sont fournis, plus à titre d'exemple. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'on peut très facilement se faire ses propres librairies. Je vais vous montrer un exemple.
Là, mes composants, ils sont dans le dossier process, ici. Je vais fermer ce projet-là. Donc, je ferme ici. Et je crée une nouvelle application que je vais appeler... pardon, je me suis mis au mauvais endroit. Ici, créer une nouvelle appli. Je vais l'appeler app2. Et je vais dire à cette application qu'en fait, elle utilise une application de référence qui est celle qu'on a développée ensemble tout à l'heure. Donc, application. Voilà, je valide ça. Donc, Panneau Studio m'a dit qu'il fallait que je sauvegarde. Donc, je sauvegarde, je ferme et je rouvre mon app2. Qu'est-ce qui se passe? Dans app2, j'ai toujours pas de composants, mais pourtant, dans mon menu, qu'est-ce que j'ai? J'ai Process avec ma cuve et ma vanne. En fait, quand on fait des composants dans une appli, soit on les utilise dans l'appli en local, comme on a fait tout à l'heure ensemble, soit en fait, c'est des composants qui sont destinés à devenir une bibliothèque. Et là, c'est ce que j'ai fait. Dans mon appli maintenant, je peux utiliser mes cuves et mes vannes directement. Donc voilà, on peut comme ça se faire ses propres librairies et les réutiliser dans plusieurs projets très facilement. Et là maintenant, c'est aussi facile, puisque quand on met à jour la librairie, on n'a aucune modification à faire sur le projet qui se sert de la librairie. Donc voilà, je pense que c'est une réponse à cette question sur les librairies. Alors, on va continuer. Alors, on a des questions très techniques mais très précises. Alors, on pourra peut-être y répondre directement, notamment par email, hein, François et Julien. Oui. Sinon, on va passer, oui, juste pour info, certaines personnes se posent des questions, combien on est en région. On est à peu près 90 personnes, 90 à 100 personnes connectées aujourd'hui dans cette conférence. En ce qui concerne les qui sont, comment dirais-je, des questions plutôt liées au réseau, est-ce que, alors c'est peut-être un petit peu en dehors du scope de la présentation, mais est-ce que E2 peut être serveur pour des afficheurs raccordés au réseau? Si par exemple l'objectif est de mettre à disposition des données que les afficheurs vont venir lire dans le superviseur, avec une liaison Modbus par exemple. Alors, oui, la liaison Modbus, on a un serveur de communication qui sait faire du Modbus, donc on peut effectivement fournir des données à un afficheur. Bon, on répondra peut-être plus précisément à cette personne-là, parce qu'il faut voir un petit peu dans quel sens il veut utiliser la liaison. Est-ce que c'est Panorama le serveur ou Panorama le client? Donc il faudra voir avec lui plus en détail, je pense. Très bien, alors on va revenir à, décidément, c'est un des éléments qui importent beaucoup. Est-il possible d'importer des composants, des objets, des instances, par exemple, que l'on créerait à partir de fichiers ASCII ou autres? Oui, alors justement, c'est un des intérêts du composant, c'est qu'à partir du moment où on a créé des modèles, comme j'ai fait ici, hein, des vannes et des cuves, en fait, les outils traditionnels, par exemple d'importation ou d'exportation qu'on trouve dans tous les produits de supervision, d'habitude, ils importent et ils exportent les entités qu'on développe, qu'on utilise dans l'outil, par exemple des variables et des vannes et des alarmes. Ici, puisqu'on a créé des objets cuves et des vannes, maintenant nos outils savent importer ou exporter des cuves et des vannes. Donc je vais prendre un petit exemple. Sur cette vanne ici, je vais créer une propriété, parce que là, dans mon test que j'ai fait avec vous, j'en avais pas eu besoin. Je vais mettre un libellé. Donc, je vais mettre une propriété label sur mon objet vanne en disant qu'elle est de type chaîne et que c'est une donnée de configuration qui me sert, disons, à mettre un texte d'identification de ma vanne. Voilà, je sauvegarde cette nouvelle version de mon projet. Et maintenant, je vais utiliser un autre outil de Panorama qu'on n'avait pas vu encore ensemble aujourd'hui, qui est un outil de développement qui s'appelle import-export. Cet outil d'import-export, je vais lui dire que je veux exporter, alors depuis mon projet, donc je reviens sur ces applications, voilà, c'est le projet depuis lequel je vais exporter, et je vais lui dire que je vais exporter quoi? Eh bien, je vais choisir dans mon projet. Donc là, il ouvre le projet, et dans les composants, je vais lui dire, bah, tu m'exportes, par exemple, les vannes. Voilà, donc là, il m'a fait un fichier ASCII. Donc je vais ouvrir un explorateur Windows et aller voir dans mon application. J'ai un fichier data.txt. Si je l'ouvre, alors je vais l'ouvrir avec Excel parce que comme ça on aura des colonnes alignées, ce sera plus joli. Et on va avoir un fichier ASCII qui permet de lister. Donc ouvrir. C'est application, fichier texte, data. Voilà, comme ça c'est bien aligné,
c'est plus sympathique. Voilà, donc j'ai la liste des vannes qui ont été créées dans mon projet. Actuellement, aucune de ces vannes n'a de valeur pour la propriété label que j'ai renseigné, donc c'est la valeur par défaut. Donc pour illustrer ce qu'on peut faire, je vais tout simplement lui dire tu me fais une vanne 4, donc tu la mets au même endroit que les 4 vannes qu'on avait déjà, et puis ici tu me mets un libellé V4 par exemple. Voilà, donc je sauvegarde ça, je ferme mon fichier, je ferme aussi mon projet parce que je vais le modifier depuis mon outil d'import-export. Voilà. Donc maintenant, je change d'onglet, importation. Je relis bien pour importer dans mon application mon fichier data. Je clique. Il m'a importé 5 éléments. Donc a priori, il a bien trouvé ma nouvelle vanne. Et quand je vais vérifier, eh bien effectivement, j'ai ma vanne 4 avec son libellé V4 qui a été renseigné. Donc là, on vient de voir qu'un des avantages de travailler par composant, c'est que quand vous faites une description sous forme de fichier texte de ce que contient votre application, on ne parle plus de variables, d'alarmes ou des éléments que la supervision utilise, mais on parle bien des éléments que vous supervisez sur votre terrain. La liste de vannes, la liste de cuves, et je peux comme ça créer le contenu de mon projet par une simple importation. Voilà, Christophe, on peut passer, je pense, à la question suivante. Très bien, François. Oui, on va avancer un petit peu sur les questions, parce qu'il en reste encore beaucoup, et on est un petit peu sur la fin de ce séminaire. Alors, est-ce qu'il existe, notamment pour les créateurs de supervision, est-ce qu'il existe un tutoriel Getting Started en PDF, par exemple, avec des exemples intégrés? Alors aujourd'hui, il n'existait pas ce document. En fait, on va mettre ce web séminaire sur Internet d'ici quelques semaines. Donc on aura une première version, non pas sous forme PDF, mais sous forme de vidéo, pour illustrer les exemples de base qu'on a vus aujourd'hui. Il n'est pas exclu que dans la suite, on fasse ce Getting Started plus complet. En fait, quand on vient en formation Panorama, on a beaucoup plus d'informations. Donc nous, on préfère que les gens viennent en formation pour vraiment avoir un balayage plus complet. Et le manuel de formation qu'on leur fournit est un Getting Started beaucoup plus complet. Et là, il est vraiment basé sur les exemples vus en formation, en les expliquant pas à pas avec beaucoup de capture écran. Très bien. On continue juste encore au niveau des couleurs utilisées. Est-il possible d'utiliser des couleurs transparentes dans les composants? Oui, tout à fait. En fait, si je vais prendre la vue principale pour avoir plus de place ici. Voilà, à partir du moment où on crée un élément, par exemple un rectangle, on va voir que dans les couleurs, ici, le remplissage est actuellement un white, blanc, mais dans la liste des couleurs, la toute première, ici, c'est transparent. Et on voit effectivement là que je suis devenu transparent. Voilà. Donc ça, c'est la couleur transparente. Et effectivement, on a aussi une couleur pleine. Et ici, on peut avoir un degré de transparence de cette couleur. Voilà, donc là, on voit, par exemple, mon rectangle, il est légèrement opaque. Donc on a tous les choix possibles, soit de la transparence, soit la couleur transparente quand on veut, sur une animation Tor, faire en quelque sorte disparaître l'élément. Très bien. On continue. Alors, y a-t-il, je suppose que c'est des documents existants, y a-t-il des schémas illustrant la relation architecturale entre les différents composants logiciels? Alors, disons qu'on a un petit peu vu ça dans le PDF que Julien a présenté tout à l'heure. Les différents composants logiciels pour Panorama, ça va être la partie serveur qui va tourner sur les serveurs et principalement la partie IHM qui tourne sur les postes opérateurs. Ensuite, là, je ne sais pas exactement ce que veut dire la personne, architecture logicielle ou composant logiciel. Peut-être qu'on répondra aussi plus en détail par mail à cette personne en lui faisant préciser sa question. Très bien. Est-ce qu'un serveur OPC est intégré dans E2? Alors oui, on a en fait deux serveurs OPC. On a un serveur OPC sur Composer, c'est-à-dire sur le serveur, celui qui exécute les objets en quelque sorte. Donc il a, je dis deux serveurs OPC parce qu'il a une interface OPC, j'allais dire standard, celle qu'on qualifie d'habitude simplement d'OPC, OPC DA. Et on a depuis la version 5 une nouvelle interface qui est OPC UA. Donc c'est une interface un petit peu qui ressemble à la technologie OPC traditionnelle, sauf qu'elle change de technologie, c'est-à-dire qu'elle utilise des technologies plutôt basées sur des web services et non plus du COM-DECOM. Donc on a ces deux interfaces qui sont sur Composer. La seule différence dans l'implémentation qu'on en a fait dans Panorama, c'est que on a toujours le serveur OPC actif sur Composer, alors que pour le serveur OPC UA, vous voyez qu'il faut venir ici dans le dossier système pour activer en quelque sorte cette interface. Voilà, donc, alors que OPC DA est toujours présent.
Très bien, alors une question relative à ce qui a été démontré tout à l'heure et montré. Plutôt que de créer un seul modèle en décochant des composants, n'était pas plus prudent de créer deux modèles? Alors tout à fait. En fait, ça va être un choix qu'il va falloir faire en fonction de plusieurs critères. Le premier, c'est la maintenance. Si on fait deux modèles, ça veut dire que si le client il dit bah tiens, moi je voudrais plutôt que mes vannes elles aient tel ou tel aspect, bah, il faut éventuellement aller remodifier les deux modèles. Donc ça peut être un peu plus lourd. Par contre, si les deux types d'équipements qu'on cherche à superviser sont très différents l'un de l'autre, au bout d'un moment, on finit par, dans un cas, tout mettre présent, dans l'autre cas, tout rendre absent. Enfin, effectivement, quand les deux équipements sont très différents, on finit par faire plusieurs modèles. Donc c'est un petit peu un compromis que le développeur choisit pour optimiser son travail et malgré tout ne pas se faire trop de travail. Allez, on va arriver dans les dernières questions. Est-il préférable d'avoir une appli unique pour uniquement créer des composants plus des petits tests? Alors une appli unique, si tous les composants que l'on conçoit dans sa librairie de composants sont destinés au même métier, il n'y a pas de contre-indication à les mettre tous dedans. Et effectivement, on en profite dans cette librairie pour mettre quelques instances pour valider le fonctionnement des composants. Le seul cas où on pourrait dire il vaut mieux, même si c'est sur un métier distingué, en plusieurs applis, c'est si on veut, par exemple, que deux développeurs puissent plus facilement faire évoluer la librairie en même temps. En découpant un peu, on peut plus facilement gérer des versions sur, par exemple, une librairie avec toutes les vannes, une librairie avec d'autres objets. On peut comme ça peut-être morceler un peu plus et avoir plus de souplesse. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'une librairie peut aussi en référencer une autre. C'est-à-dire que j'aurais pu dire, je fais une première librairie avec que des vannes et des pompes. Ensuite, je fais une librairie avec des composants évolués dans laquelle je mets une cuve qui référence la librairie vannes et pompes et qui utilise ces composants. Et au final, mon projet, lui, référence que la librairie de plus haut niveau et il bénéficie des deux, en fait. Voilà. Donc on peut les cascader, si vous voulez, les librairies. Donc c'est très souple. Et il n'y a pas réellement de contraintes d'un point de vue panorama, c'est plus un choix d'organisation de l'équipe qui développe les projets. Alors, François, sur la vue principale, comment retrouve-t-on, une fois posée, l'instance van 1, van 2, pour pouvoir créer ensuite des dossiers synoptiques documentés avec les noms des instances? Alors, graphiquement, on ne le voit pas comme ça. Dans Panneau Studio, ici, on a la propriété vue incrustée qui indique de quel élément il s'agit. Et on a aussi une petite fonction quand on valide la disposition de ces objets pour faciliter ça. Dans l'onglet Options, ici, on a la possibilité d'activer une petite bulle d'aide. Donc si je fais ici, j'active cette fonction, ça veut dire que quand je vais me promener sur mon synoptique, on m'indique comme ça que voilà, il s'agit bien de l'incrustation de 23. Ici, c'est l'incrustation de 22 fin de course. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut faire. Dans peu de temps, on va avoir, donc je ne peux pas vous en parler, ce sera pour le prochain webinaire quand on parlera des nouveautés de la version 6. Allez, on va laisser ça pour plus tard. Ok. Allez, encore deux questions qui viennent d'arriver. Alors, est-ce qu'il existe une version de démo de Panorama qu'on peut télécharger, par exemple? Alors, oui et non. Il existe une version de démo parce que, en fait, le produit Panorama, quand il n'a pas de licence, en fait, il fonctionne en mode démo. Donc, il suffit de télécharger le produit Panorama et quand on l'installe sur la machine, on peut travailler en mode démo. Ça veut dire que la limitation, c'est qu'on ne peut pas utiliser plus de 50 données externes acquises par un serveur au PC, par exemple, donc pas plus de 50, et que le fonctionnement est limité à 4 heures de temps. Alors quand je dis limité à 4 heures de temps, c'est pas 4 heures en tout et pour tout, hein, c'est 4 heures renouvelables autant de fois qu'on veut. Mais au bout de 4 heures, vous êtes obligé d'arrêter l'appli et de la redémarrer. Voilà, donc la version de démo, c'est le produit quand il n'y a pas de licence. François, on va prendre maintenant la dernière question. Alors, on revient à la partie bibliothèque. Est-ce qu'on a la possibilité de protéger sa propre bibliothèque standard? Alors, c'est des sujets qui sont très à l'étude. À l'heure actuelle, la protection qu'on peut proposer, c'est la notion de cryptage. C'est-à-dire que il est possible, avec un outil qui s'appelle cryptage d'application, de, en quelque sorte, chiffrer, coder le contenu d'une application. Et si la clé Panorama n'a pas le bon code, en fait, elle n'est pas utilisable. Donc, ça ne protège pas forcément complètement, mais en tout cas, ça permet que l'application ne peut pas être copiée et utilisée sur un autre projet, par exemple, s'il y a une plus-value ou une propriété intellectuelle qu'on veut protéger dans ce développement-là. On est en train de réfléchir de notre côté à améliorer un petit peu ça aussi
pas seulement pour des problématiques de propriété intellectuelle, mais aussi tout simplement pour des problématiques de sécurité industrielle et de sécurité informatique. Ce web séminaire est maintenant terminé. Bonne journée à vous tous, bon appétit. Merci surtout de votre fidélité et de votre participation sur cet environnement web séminaire Panorama.